Ah, c'est bon. Donc, bienvenue à la conférence Réflexe Réemploi. Donc, c'est une conférence qui a pour objectif de réfléchir sur comment rechercher du bois local pour une pratique architecturale le plus éco-responsable possible. Donc, cette conférence tient place dans la galerie de la Perle d'Architecture, où est exposée actuellement l'exposition Bois chassé, bois assemblé, présentée par Mon Xuan Fan, artiste plasticien, et Barbara Stettler, donc moi-même, architecte. Donc, tout d'abord, je vous présente rapidement donc, notre binôme, comme je viens de dire. Donc, sur votre gauche, vous avez la photo de M. Mon Xuan Fan, qui est artiste plasticien, qui a un double cursus diplôme d'artiste des Beaux-Arts de Chine et des Beaux-Arts de Dunkerque. Et moi-même, qui suis architecte depuis 2022, inscrit à l'Ordre national des arts des architectes de l'Île-de-France. Donc, la question aujourd'hui que l'on se pose, c'est comment réagir face à l'urgence des enjeux climatiques, comment faire pour réfléchir à la raréfaction des matières premières, comment les récupérer et surtout comment éviter l'augmentation des déchets de construction, comment architectes, sociologues, artistes peuvent réfléchir ensemble à la ville de demain. La question qui vient sur le bout des lèvres de tout le monde en ce moment, c'est la question du réemploi. Alors d'abord, finalement, qu'est-ce que c'est que le réemploi? Ici, sur la présentation, nous avons deux images qui représentent un peu, à travers des œuvres architecturales de confrères, notamment Wang Shu, un architecte chinois, qui, à travers son exemple, le musée d'histoire de Ningbo, a récupéré des vieilles briques, des tuiles pour en faire un patchwork pour combiner le mur de musée. Et sur votre droite, nous avons un exemple occidental qui est le siège du Conseil européen, présenté par l'architecte Philippe Sani, architecte, où finalement, c'est bien la partie gauche, hein, c'est pas la partie droite, sur la façade, vous avez un ensemble de châssis en chaîne qui vient de toute l'Europe. Donc, le contexte du réemploi, selon l'ADME, c'est-à-dire l'Agence de la transition écologique, le secteur du bâtiment actuellement génère à lui seul près de 42 millions de tonnes de déchets chaque année en France. Il est également un important consommateur de matières premières et émetteur de CO2. Pour répondre à ces enjeux environnementaux, le réemploi des matériaux de construction est l'une des solutions les plus pertinentes, car elle permet notamment de détourner de la filière déchets de matériaux dont le volume représente un formidable gisement pour construire. Et alors, qu'est-ce que c'est finalement la définition du réemploi? Donc, ce petit dessin tiré du travail de Morgane Moinet, bureau d'études Remix, nous montre assez facilement et assez explicitement d'où vient finalement la logique du réemploi. Au départ, on a donc une ressource qui est la ressource forestière ou fournisseur, ou par exemple là, c'est matière du bois. On l'exploite et finalement, soit une fois qu'il est exploité, soit on l'enfouit, ou est-ce qu'on le brûle, ou on peut le récupérer, d'où le réemploi. Donc la définition du réemploi, tirée des extraits de l'article L541.1.1 du Code de l'environnement, c'est toute l'opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel il avait été conçu. C'est-à-dire, entre guillemets, quand vous récupérez une porte d'un bâtiment, vous le réutilisez exactement comme un usage de porte pour un nouveau projet. Le recyclage, donc c'est toute opération de valorisation par laquelle les déchets, y compris les déchets organiques, sont retraités en substances, matières ou produits aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins. Donc là, on est plutôt dans un nouvel usage. Par exemple, le pavillon circulaire développé par Encore Heureux à la place de l'hôtel de ville, ils ont réutilisé des vieilles portes des années 30 pour en faire un revêtement de façade. Donc ça, c'est plutôt de l'ordre du recyclage. Enfin, il y a aussi la réutilisation. Donc, c'est des matières ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau. Et la valorisation, toute opération dont finalement, matière ou produit qui auraient utilisé à une fin particulière pour que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin. Donc, finalement, quelles sont les différentes formes de réemploi? Donc là, vous avez un petit dessin aussi extrait du livre Matière grise, écrit par l'agence d'architecture Encore Heureux et présenté au pavillon de l'Arsenal.
Donc, pour vous expliquer un peu plus clairement, l'idée, c'est qu'on a donc là, ils ont présenté leur projet pavillon circulaire et autour de ce pavillon, ils expliquent finalement d'où vient la ressource du réemploi et ça vient d'une déchetterie, de l'Emmaüs. Enfin, c'est tout montrer que finalement, les sources de réemploi sont multiples et variées et que finalement, la matière n'est pas si loin que ça. Donc, les différentes formes de réemploi, on les trouve où? Principalement issues de la démolition d'un bâtiment sur site ou sur un autre chantier, de chantiers restants ou inutilisés, de matériaux aussi. Aujourd'hui, il y a de nombreuses plateformes de réemploi qui justement font la transaction, enfin plutôt facilitent la transaction de récupération de réemploi pour que les maîtres d'œuvre puissent les récupérer, notamment Bacacia, Cyclope, Immatériaux, Matabase, etc. On a aussi la possibilité de récupérer des matériaux chez des particuliers, dans la rue, dans la ville, dans les zones rurales. Alors, nous, on a développé ce qu'on appelle le bois chassé. Alors, qu'est-ce que c'est que le bois chassé ou la chasse au bois? Donc, notre démarche, c'était finalement un peu dans cette logique de récupérer des ressources localement. D'abord, faire une étape de prospection, à savoir donc récupérer les déchets organiques dans des zones forestières, périurbaines et centre-ville. Ces différents éléments, donc nous, on est plutôt basé sur du bois chassé, donc on est focalisé sur de la matière de bois. Les différents éléments de bois que l'on récupère, ça peut être soit des chutes de bois morts, soit des poutres de chantier, des bois de classe B ou des AB, bois traités non dangereux, comme des portes, armoires, des bois de coffrage utilisés, des bois d'émission, des panneaux, des bois d'œuvre, vieux bums, etc. Ensuite, on établit une sorte d'étape de diagnostic, c'est-à-dire que ces pièces de bois chassées sont ensuite analysées, nettoyées, classées, identifiées en fonction de leurs essences. On les sèche aussi, on regarde leur poids. En tout cas, on fait une véritable étiquette de cartographie finalement de ces pièces récupérées. Et enfin, une fois qu'on a bien préparé la pièce, on a ce qu'on appelle l'étape de fabrication. On réutilise et on réalise des œuvres d'art ou des pièces de design ou de l'architecture qui peuvent être du mobilier, des structures paysagères, un assemblage bois. Donc, les chasseurs de bois, qui sont-ils? Ce sont nous-mêmes, c'est-à-dire que M. Mongshan-Fan et moi-même, qui à plusieurs reprises chassons véritablement le bois. Que ce soit, par exemple, là sur votre gauche, vous avez une photo d'une chasse au niveau de la rivière, quand les éléments de bois sont évacués après un événement inondation, par exemple, ou alors par des portes comme ça du 19e siècle ou du début du 20e, qui sont entreposées donc, dans la rue et qui sont abandonnées. Donc, le bois chassé, à quoi il ressemble? Donc, en général, le bois chassé, il a plusieurs formes et différentes couleurs et différentes essences en fonction des climats et des lieux où il se situe. Sur votre gauche, vous avez du bois flotté que l'on peut trouver notamment dans les régions du sud ou plutôt dans les corbières. Là, cette photo, elle vient de la proximité de la ville de Narbonne. Et sur notre droite, on a plutôt un amas de déchets forestiers qui a pour objectif soit d'être brûlé ou jeté dans une benne, alors qu'en fait, il y a des morceaux de bois encore tout à fait réutilisables. Et cette photo vient plutôt du nord de la France, du côté de Lille. Donc, voici à quoi ressemblent les trophées de bois chassé. Donc là, on a différents types d'essences un peu exposées, comme du chêne blanc, du peuplier blanc, du platane, du hêtre, du frêne, du chêne rouge, du pin sylvestre et parfois des bois exotiques comme du mahogany. Ça, c'est plutôt les bois exotiques qu'on peut en trouver particulièrement peut-être en ville pour l'instant, parce qu'on a des beaux meubles qui sont ainsi jetés dans la rue. La préparation donc, du bois chassé. Alors, donc, comme je disais, donc, tout d'abord, il y a du stockage de ces pièces-là. On les trie, on les étiquette, on essaie de découvrir sur leurs essences. Quand on ne connaît pas très bien l'essence, on met la pièce de côté pour être vraiment sûr sur quoi on va travailler. On a la partie, l'étape de séchage. Donc, sur la photo de gauche, on voit donc des grandes planches en chêne massif qui viennent de Troyes, qui déjà ont eu
en séchage depuis 20 ans, mais on les sèche à nouveau pour les protéger. Et des fois, on fait aussi des tests de compression ou de résistance du bois si on a besoin de faire un mobilier qui a besoin d'une charge assez importante. On essaie de voir s'il n'y a pas des fissures qui vont se faire dans le bois. Une fois qu'on a choisi le bois qui nous plaît, on le nettoie, on le taille, on le découpe. Alors, en fonction du projet qui va naître, les outils vont différer. Là, par exemple, c'est donc une sorte de gouge qu'on a utilisée pour tailler le bois. Ça sera plutôt pour du design. Et les premières réalisations qu'on a faites à partir de bois chassé, ce sont plutôt des pièces de mobilier. Alors, au tout début, on commence avec des toutes petites pièces comme des petites fournitures de bureau. Donc là, vous avez sur votre gauche et droite deux petits objets précieux en bois qui peuvent être à usage de fournitures de bureau, alors support, téléphone ou carte de visite ou des choses comme ça. Il y a aussi une particularité, c'est qu'on peut aussi parfois combiner le bois chassé avec d'autres matériaux. Notamment sur la gauche, on a ajouté un peu de résine bleutée pour donner un petit côté plus précieux. Ensuite, on peut faire aussi du mobilier, comme cette table ou des petites commodes télé. Et là, la particularité de ce projet, c'était qu'on avait récupéré un ensemble d'essences de chaînes un peu différentes, où chaque petit carré des chaînes est traité individuellement, puis regroupé pour faire une sorte de patchwork ou de mosaïque sur la table. On a aussi la possibilité de faire des lampes. Là, ce sont deux pièces de bûches chêne massif trouvées à Paris, dont l'une a pour histoire qu'elle date presque du XVIIIe siècle et qu'elle aurait peut-être appartenu au chantier de Notre-Dame. On a également la possibilité de créer des plateformes ou des structures à base d'assemblage bois traditionnel qui soient sans vis, ni colle, ni métal. Et l'objectif à travers ce projet, c'était de faire un premier prototype structurel au cours d'un workshop. Donc ça se passe en Bretagne et on essayait de voir comment on pouvait l'installer sur un site un peu en pente et avec des intempéries un peu variables, en passant du très chaud à de la pluie. Et sa structure, pour la petite anecdote, elle résiste depuis 2 ans, donc on est assez content. Donc voilà, ça c'est par exemple les premiers tests d'assemblage bois qu'on a pu faire à partir de bois chassé. Oui, c'est ça. Et donc du coup, on s'est posé la question. Là, je vais vous détailler une des réalisations, c'est-à-dire le bois assemblé. Et à partir de bois chassé, comment on fait des assemblages bois traditionnels et contemporains pour de l'architecture ou pour du mobilier. Alors pour le petit rappel, on va vous faire les origines et traditions de ces assemblages bois. Alors au tout début de l'architecture vernaculaire, on peut voir les premières traces d'assemblage qui sont faites à partir de cordages. Et que ce soit en Occident ou en Asie, on découvre finalement qu'il y a des multitudes de tenons et mortaises qui se mettent ensemble pour soit créer des fermes, des granges ou des grands espaces agricoles, ou pour des bâtiments, monuments avec une belle prestance hiérarchique comme les dogons. Et on peut voir aussi sur la petite image en bas, c'est un des premiers temples bouddhistes japonais à base de pilotis et de rondins de bois encastrés sur les coins. Ce qui nous amène finalement à analyser les grandes familles d'assemblage. Donc aujourd'hui, on a compté 4 grandes parce qu'il y en a énormément d'assemblages et donc pour bien s'y retrouver, on peut voir finalement qu'il y a les assemblages en longueur. Donc là, c'est un des assemblages en longueur qui est utilisé par exemple au Japon. Au Japon, les assemblages en longueur étaient très très utilisés depuis le Moyen-Âge pour des raisons finalement de bon sens écologique, puisqu'il y avait beaucoup de séismes et des fois pas beaucoup de ressources de bois. Les assemblages en longueur étaient très résistants et en même temps pouvaient être composés à partir de plein de petites pièces accolées les unes aux autres. On a aussi les assemblages obliques, les assemblages d'angles et les assemblages d'enfourchement, comme ces joints. À partir
de cette analyse historique des assemblages bois, on s'est reposé la question finalement dans les enjeux actuels aujourd'hui, comment les assemblages bois pouvaient rentrer dans les critères des enjeux climatiques d'aujourd'hui. À savoir, là, c'est un schéma en fait qui montre finalement toutes les qualités, les avantages en bleu, donc au centre des assemblages, donc qui peuvent être sans vis, sans curl, réutilisables, rigides, flexibles, élastiques. Ça permet aussi de transmettre un savoir parce qu'il y a un véritable savoir entre les artisans. Et à partir de toutes ces qualités de assemblage bois, on les a répertoriées en fonction des grands points du développement durable, à savoir la culture, l'économie, le social et l'environnement. Et on a pu analyser et synthétiser finalement les points principaux et avantages de ces assemblages qui pouvaient être donc, du coup réversibles pour le social, diversité, créer des usages pluriels, avoir un bilan carbone neutre, limiter l'apport de matériaux, parce que finalement, par exemple, avec les assemblages longueurs, on n'est pas obligé de prendre énormément de matériaux pour le faire. Développer un aspect durable et modulable, faciliter l'exécution, économie circulaire, bref, plein de belles qualités qui peuvent finalement nous engager vers des architectures de ces gabarits-là. Et ce qui nous amène finalement à développer au cours de cette exposition des prototypes d'habitats assemblés. Donc, on en a développé 2 pour l'instant. C'est un prototype premier qui se trouve en Bretagne. Ça, c'est le dessin du projet. Alors, l'idée, c'était finalement d'utiliser les assemblages comme une sorte de réseau qui vient s'adapter autour d'un paysage forestier où on peut développer des espaces généreux avec des vues sur le parc, en captant des vues vers le paysage, développer des multiples terrasses et avoir une relation intérieure-extérieure assez forte. Donc là, on ne voit pas très bien, mais je vais essayer de vous expliquer avec l'écran. Donc finalement, ce sont des modules assez simples, c'est ce qu'on appelle une maison déployée. Donc ça peut être par exemple 50 mètres carrés pour une famille, petite famille. Puis après, on peut avoir une famille un peu plus grande. On peut avoir une chambre d'amis. Et si jamais la famille, elle se recompose ou il y a des personnes qui partent, on peut revenir à quelque chose de compact. L'idée, c'était vraiment de développer une architecture très mobile et en même temps très ancrée dans le paysage. Donc là, c'est un peu le schéma concept du projet. Donc l'idée, c'est de venir parsemer autour des arbres, donc vraiment limiter la destruction aussi du paysage proche, en mettant donc des pilotis qui viennent autour des arbres. Ensuite, poser en place un réseau de poutres qui peuvent très bien se retirer ou s'enlever en fonction des usages et des besoins. Mettre par la suite des panneaux sandwich pour le plancher et pour les murs. Donc, c'est un panneau sandwich, ce que veut dire, c'est-à-dire que c'est une sorte de module qui vient se clipser directement sur la structure avec le revêtement bois, parquet ou autre, l'isolation, l'étanchéité, etc. Par-dessus, mettre finalement un réseau de poteaux, des menuiseries assez mobiles et aussi assez esthétiques qui changent un peu de la standardisation. Donc, vraiment, on joue avec les assemblages pour créer des nouvelles types de fenêtres et ajouter les connecteurs aux connexions qui remplacent tout ce qui va être encastrement en métal et qui va solidifier la structure du bâtiment. Et enfin, mettre une couverture. Alors là, on avait choisi par exemple une couverture de type en chaume parce qu'on trouvait que les matériaux chaumes pouvaient bien s'acclimater avec ces assemblages et que ça correspondait au climat breton plutôt. Donc là, on a un détail par exemple d'un assemblage qu'on pourrait utiliser pour la façade du bâtiment. Là, on a des vues un peu de matérialité ou aussi comment le bois pourrait se profiler sur la façade sud et comment on coupe aussi. On peut réussir à faire des sortes de patios protégés où on peut avoir des espaces extérieurs qui soient divers et variés, à la fois ouverts sur le paysage mais aussi protégés.
Là, par exemple, c'est une vue, petite vue de connexion entre deux corps de bâti. Encore une fois, ces espaces sont vraiment très compacts et très simples. C'est presque comme des unités de tiny house qu'on viendrait accoler les unes aux autres en fonction de nos besoins. Ensuite, le deuxième projet, c'est un prototype de maison du coup en Ardèche. Donc le climat est plus différent, plus sec, le soleil plus haut et plus dur en zone quand il fait très chaud. Donc l'idée, c'était vraiment de créer une sorte de plutôt de petit habitat assez compact avec une toiture qui vient chercher l'ombre et en même temps avec une grande terrasse qui vient créer des vues sur le paysage. Donc ça, c'est le plan du rez-de-chaussée où on peut avoir donc vraiment un espace très compact et très pragmatique et en même temps une belle place aussi aux espaces extérieurs. Les essences aussi qu'on choisit pour les assemblages sont vraiment réfléchies en fonction des essences locales. En fait, quand on va appliquer cette chasse au bois dans ces régions-là, on va aussi bien chercher les essences qui puissent être compatibles avec le terrain, avec le projet et avec le climat, parce que ça coule de bon sens. L'idée, c'est pas forcément de faire du réemploi avec des pièces de bois qui viennent d'une autre région si ça ne tient pas la route par la suite. Donc, il y a une logique aussi d'adapter la ressource avec le projet et d'adapter la chasse de la ressource avec le projet. Donc là, on avait choisi par exemple du pin, de l'acacie en extérieur, du chêne vert, du peuplier blanc aussi pour l'intérieur, etc. Là, on a des vues un peu sur la coupe du projet avec un petit étage mezzanine, un peu camping. Donc c'est un petit projet type maison d'été, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on utilise vraiment toute la compacité du site et puis on intègre aussi sur votre droite, là, sur l'élévation, on intègre aussi des écotechniques assez simples. Donc, c'est quoi une écotechnique? C'est vraiment utiliser le climat environnant pour le réutiliser dans la maison, pour utiliser l'énergie de la maison. Donc là, on a mis une petite vitre sur la toiture pour pouvoir récupérer avec un système de cuve, et je vais vous montrer le schéma là. Voilà, c'est ça. En gros, on vient capter les rayons du soleil, on fait chauffer une cuve qui stocke la chaleur avec de l'eau, du coup, la chaleur, l'eau chaude. Et ensuite, on vient le raccorder avec des tuyaux pour la douche. Et là, on a un espace de convivialité à la fois pour les adultes et pour les enfants. Donc là, c'est un petit dessin qui nous montre l'axonométrie technique du projet avec des détails des assemblages. Donc là, par exemple, c'est des détails d'assemblage uniquement toujours avec du bois chassé, j'insiste bien. Donc c'est possible aussi de le faire avec du bois récupéré. Et des systèmes de cheville. Ces assemblages sont créés à partir de nos recherches entre assemblages occidentaux et asiatiques. Et enfin, finalement, les points qu'on aimerait aborder aujourd'hui, et plutôt les avantages du réemploi, c'est de nous dire que finalement, avoir un réflexe réemploi, ça permet d'abord de réduire nos déchets de construction, de limiter notre bilan carbone en faisant une réduction des temps de transport, avoir une logique de sobriété énergétique aussi sur l'origine de nos matériaux, parce que la fabrication ou l'import de matériaux, ça demande de l'énergie. Et c'est aussi l'occasion de remployer parfois des matériaux donc biosourcés comme le bois, qui peuvent vraiment avoir un faible impact environnemental. Ce remploi, il permet aussi d'avoir la possibilité de réaliser de multiples designs très variés. Ici, dans l'exposition, on a fait une table avec une grande planche de chêne massif. Et on peut faire aussi des assemblages avec du frêne, du hêtre, etc. Ça dépend du projet, bien entendu. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de travailler une pluralité de projets à différentes échelles et avec différentes essences. Donc, on vient s'adapter à l'essence pour créer un projet.
Et ce réemploi aussi a comme avantage de réduire l'impact économique du projet, car il réduit le coût de transport, la réduction du coût des fournisseurs, mais il permet vraiment de s'inscrire dans une économie sociale et solidaire, et enfin une économie circulaire, pardon, parce que on vient vraiment limiter notre impact, on vient réduire le coût, et en plus, à la fin du projet, si jamais on n'en veut plus, il peut revenir sainement dans le cycle naturel. C'est-à-dire que si on peut le réutiliser, c'est possible aussi. Donc il y a un cycle vertueux qui nous permet de faire des projets de plus en plus éco-responsables. Voilà, j'espère que vous avez des questions. En tout cas, merci de votre attention. Alors, tac. Qu'est-ce que je fais? Marie-Pascale, on ne t'entend pas? Ton micro est coupé. D'accord. Elle veut parler peut-être. Oui. Allô? Désolée, j'étais au téléphone. Ah, ça marche. Mais du coup, on fait qu'on arrête le partage. Après, c'est comme tu veux, si tu veux arrêter le partage et poser des questions, sinon on peut rester posé. Ouais. Voilà. Ouais, voilà. Du coup, c'est bon. Est-ce que vous avez des questions peut-être, monsieur? Alors moi, je découvre le projet. Je suis vraiment de passage. Là, je suis un badaud banlieusard qui a été interpellé justement par cette exposition. Donc, je suis rentré, on m'a dit, une demi-heure après, il y a une conférence. Donc là, je découvre le projet. Alors, première question, déjà, la démarche est quand même extrêmement intéressante. Sur justement ce bois à chasser. Moi, je ne savais pas ce qu'était le bois à chasser. Ça y est, maintenant, je sais la définition je connais la définition de ce mot. En revanche, c'est la particularité sur la construction. Donc, j'ai bien compris qu'on était à l'état prototype. Donc, il y a 2 prototypes de construction. Je parle de l'habitat. L'habitat. Comment ça se passe si toutefois on est intéressé par un projet? Comment la démarche peut se faire? Pour se faire, voilà. En fait, c'est-à-dire qu'effectivement, la question effectivement, parce que une fois que le projet va être mis en place, donc il va y avoir toute une logique de réalisation et de réglementation à prendre en compte. Et pour que le chantier se fasse correctement et que le bâtiment soit assuré avec la garantie décennale, il faut donc du coup que le bâtiment soit classé durable, donc il ait une garantie de 10 ans. Et pour ce faire, il faut répondre à des avis techniques et des TTU, donc c'est-à-dire des réglementations très précises développées par le CSTB, pour qu'ils puissent valider la ressource impliquée dans le projet. Et validé évidemment par les assureurs. Et pour que ça se fasse, donc c'est une démarche aujourd'hui qui est, comment dire, encore un peu novice et un peu débutante parmi les institutions, parce qu'ils découvrent finalement un peu la démarche. Les maîtres d'œuvre, les architectes sont très très impliqués dans cette affaire, mais après, les acteurs plutôt de la construction, de l'économie, tout ça, ils sont un peu réticents, a priori pour l'instant, parce que l'emploi, là particulièrement, leur emploi, des fois, au niveau de la source, on ne sait pas d'où il vient forcément tout le temps. Et pourquoi ça peut inquiéter les assureurs, ce qui est tout à fait compréhensible, parce que surtout pour la structure, il faut pour eux avoir une traçabilité de la ressource. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que ça vienne de quelque part, que ce soit bien expertisé, vérifié par soit des bureaux de contrôle, soit des bureaux techniques. Donc, il y a toute une démarche de justification de la rigidité de la structure, bien que, en fait, là, par exemple, pour du mobilier ou pour l'architecture intérieure, ce sont des configurations qui sont un peu moins regardées, ou qui sont même regardées, bien sûr, mais qui sont moins
dangereuse que la structure du loup, enfin, la structure. Donc l'idée, ce serait justement d'utiliser, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on peut appeler ces considérations sont un peu des freins, mais il existe aussi des arguments juridiques comme le permis d'innover ou user peut-être de l'argument d'expérimentation pour montrer que ça peut marcher. Donc c'est un peu une sorte de projet un peu spécial pour prouver aux autres corps de métier que ça marche. Et une fois que c'est bien prouvé que ça marche, après le commercialiser, le développer, etc. Mais je pense que c'est pour ça que c'est important qu'on parle de prototype au départ, parce que si on parle de prototype, c'est aussi une recherche aussi presque structurelle, scientifique. Et si on va avec cette démarche-là, on est aussi dans une logique où on veut travailler ensemble, on n'est pas dans une logique où on fait ça rien pour nous et après on n'assure pas le client. C'est pas l'idée. L'idée, c'est que tout le monde trouve son compte, que le bâtiment puisse tenir. Et en plus de ça, on apporte une autre dimension, c'est qu'on apporte. C'est assez vieux comme dimension, le modulable. Mais le réintégrer dans le corpus réglementaire, c'est aussi une autre, je veux dire, c'est un autre combat. Mais voilà, après, l'idée, c'est que l'architecture, elle vit de plein de façons différentes et que je pense que l'urgence aujourd'hui de la pénurie de matériaux ou de la difficulté de s'en procurer ou les temps longs, parce qu'en tant qu'architecte, ce qui est vraiment très dur, c'est d'avoir un client qui, lui, il a besoin d'avoir son bâtiment clé en main, c'est fini, il y a des travaux, etc. Et l'architecte, il est un peu, il ne sait pas trop comment faire parce qu'il est en attente du retour des artisans, et les artisans ils sont en attente du retour des fournisseurs. Et donc, il y a une série de freins qui bloquent aussi tout le monde, et du coup, ça amenuise la relation client-maître-d'œuvre. Et c'est dommage parce que finalement, on pourrait peut-être aller un peu plus vite en justifiant que le bois qu'on trouve, bien sûr, avec une bonne analyse, une bonne expertise, mais peut-être vraiment développer cette partie-là. Voilà. Merci pour cette réponse. Oui, c'est vraiment un sujet important puisque depuis une dizaine d'années, on parle écologie, on parle matériaux. Alors, on s'agite beaucoup, il y a beaucoup de marketing autour de ce sujet, mais dans la vraie vie, en gros, il ne se passe pas grand-chose. On va parler isolation thermique, phonique, mais en définitive, quand on parle maison, habitat durable, il n'y a pas grand-chose qui existe en définitive sur le marché. Ouais, c'est souvent des maisons, celles qui sont mieux maîtrisées, ce sont des maisons, vraiment, ce sont des blocs en bois, avec, on appelle ça en jargon, avec une sorte de couche imperméable, etc. Et ce n'est pas une critique du tout sur cette réglementation, parce qu'on a besoin de tenir compte de la réglementation thermique. Mais je pense que aussi avec les nouveaux besoins des gens après le Covid, des choses comme ça, où on est en entre-deux, entre quelque chose de pérenne et quelque chose de mobile, où les gens ont envie d'être un peu à cet endroit, à tel moment de l'année, et dans un autre endroit, ça serait intéressant de développer aussi une part de l'architecture, en tout cas, qui accompagne le mouvement, qui n'est pas totalement figé. Et ça ne veut pas dire forcément que c'est pas durable, que ça s'évolue, comme ça. Mais ça met du temps à justifier. C'est loin à mettre en place. C'est loin à mettre en place, mais voilà. Oui, ça rejoint un peu toute la tendance depuis ces dernières années sur, il y a même plein de la presse écrite, il y a des éditions de livres sur l'univers de la cabane au bord de la mer, dans un champ, on est vraiment dans cet esprit-là. Et vous parliez d'assemblage, ça fait des millénaires qu'on parle d'assemblage, mais en définitive, les assemblages,
on les a abandonnés et c'est une technique qui existe et qui est pérenne et qui est fiable. Ouais. Ben oui, les maîtres artisans occidentaux et japonais, les coréens et les chinois et tout ça, et ils avaient un savoir-faire mais incroyable et sur une diversité. Là, on a montré quelques exemplaires, mais c'est hallucinant de voir à quel point il y avait un travail vraiment de construction technique, mais en même temps une approche esthétique, une approche adaptée à l'environnement. Tout est réfléchi et très bon. Et c'était solide et durable. Solide et durable. Donc voilà, ça c'est le durable aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est ce que nous faisaient déjà nos ancêtres. Exactement. Et par contre, effectivement, on a d'autres critères et d'autres urgences à traiter aujourd'hui. Et les ancêtres, il faut les écouter et apporter des innovations pour pouvoir les relier. Les cerveaux humains, ils continuent toujours de réfléchir. Et d'ailleurs, ça se sent dans le process de création de l'assemblage. Au début, ils étaient très simples, avec ces cordages ou ces encastrements. Puis après, en fonction de chaque culture, en fonction de chaque besoin, il y a eu vraiment une adaptation, une réflexion progressive. Ah, tiens, si je pouvais faire un personnage comme ça, ce serait pas bête. Tiens, lui, c'est comme ça, c'est intéressant, mais moi, j'en fais comme ça. Donc, c'est perpétuer en fait cette logique créative. Non, je partage votre démarche et je découvre vraiment. Je peux pas partie. C'est parfait, exactement. Non, c'est chouette. On a essayé d'encore de raconter cette histoire. C'est un nouveau terme, c'est vrai, le chasser, c'est un peu aussi. C'est un peu stratégique pour montrer que le bois qui est dans la rue, qui est considéré comme un déchet, et ben, demain, il peut devenir un bel objet, à la fois esthétique et pratique. Dernière question, justement, quand vous arpentez la voie urbaine, le milieu urbain ou le milieu forestier, il y a une équipe dédiée qui s'occupe de, parce que ça demande un travail colossal, de récupérer ce oui, c'est une très bonne question parce que là, on est vraiment au début, parce que les matériaux qu'on a pu ramener dans notre atelier sont. On a quand même des grandes poutres, on a quand même des grandes planches, etc. On n'arrive pas à s'en mettre. Mais à terme, si on va faire des projets plus conséquents, il va falloir vraiment organiser un peu comme le système des ressourceries, où il faut de grands espaces de stockage, il faut une maîtrise de tout ça. Et en plus, dans la chasse au bois, il y a aussi une forme de réglementation parce que le bois qu'on récupère un peu comme ça, de manière improvisée, il y a des endroits où on peut le faire. Ça, c'est aussi l'expérience que vous avez dit. On ne peut pas tout récupérer. Il y a aussi, il faut faire vraiment attention à l'aspect des insectes. Parce que les insectes, ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas tout de suite. Il y a des petits trous, par exemple celui-là, il y a des petits trous, mais ça va parce que ça fait. On les voit, mais lui, ça fait 20 ans qu'il a été séché dans des bonnes conditions, donc on a bien vérifié et finalement ça apporte du cachet au mobilier. Mais des fois, il y a des bûches qu'on récupère qui sont très belles à l'extérieur, et puis dès qu'on les coupe, elles sont coupées à l'intérieur. Donc effectivement, c'est plus long que des fois simplement acheter des matériaux qui viennent de bord ou d'une série française, mais au moins après, ce qui est vraiment aussi valorisant dans le travail, c'est qu'on se dit qu'on a donné une seconde vie au matériau. Il y a une approche qui est vraiment agréable de se dire, tiens, ce matériau-là est abandonné du regard et puis finalement, tiens, on donne une seconde vie, tiens, ça peut être une table, tiens, ça peut être une lampe, tiens, ça peut être une architecture. Et c'est génial parce que vraiment, on a cette logique plutôt de, non pas d'adapter la matière au projet, mais vraiment de partir de la matière pour le projet. Merci beaucoup pour cette explication. Est-ce que vous voulez un petit thé? Alors, plutôt café. Oui, c'est vrai, café. Bon,
va conclure, je pense. Ça y est. Là, ça y est, je pense qu'on va conclure. Hein, ça y est. Ouais, c'est la fin du coup de petit café. Si vous n'avez pas d'autres questions, retrouvez-nous du coup au 95 boulevard Beaumarchais. La galerie est ouverte du lundi au vendredi de 11h à 19h. Et voilà, rendez-vous sur notre site pour plus d'informations. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. C'est une première qu'on peut Il y a des gants en ligne. Ah bon? C'est ce que tu essayes de me dire Ah, mais c'est toi et... En plus de moi, il y avait 2 personnes en ligne. Oui, il y avait 2 personnes. Donc, il y en a qui c'est Jacques... Jacques de Souza. Jacques de Souza. Et j'en ai un deuxième, je t'ai écrit en compte. Ah, parce que moi j'étais devant, donc j'ai pas entendu. Du coup, là, c'est bon. J'imagine. On peut mettre fin, là. Ouais, On va stopper.